Bienvenue dans Voix de comptable, le podcast qui t'aide à trouver ta voie. Je suis Julie Lagneau, experte comptable mémorialiste en quête de sens et j'accompagne les étudiants de la filière expertise comptable à prendre leur envol. Je parcours la France à la recherche d'anciens étudiants en comptabilité et nous retraçons ensemble leurs doutes, leurs échecs, leurs expériences et bien sûr leurs réussites. Aujourd'hui, ils sont experts comptables, commissaires aux comptes, DAF ou encore contrôleurs de gestion, parfois même professeurs ou entrepreneurs. À travers ces parcours inspirants, j'espère te montrer que non, en compta, il n'y a pas qu'une seule voie. Bonne écoute! Et oui, c'est encore moi. Juste un petit mot pour t'annoncer la grande nouvelle. J'ai écrit un livre aux éditions Vuibert qui s'appelle Réussir l'expertise comptable et qui condense mes 6 années d'expérience en tant qu'étudiante et jeune professionnelle du chiffre. Les 200 pages sont réparties en 3 grands thèmes qui sont l'état d'esprit pour se dépasser personnellement et professionnellement, les révisions pour décrocher ses diplômes et enfin la vie professionnelle pour trouver la voie qui te correspond. Il est déjà disponible en librairie, sur la Fnac, sur Amazon, en format physique ou digital, donc si ça t'intéresse, je te mets le lien dans la description de l'épisode. Et maintenant, je te laisse en très bonne compagnie avec l'invité du jour. Bonjour Sarah. Bonjour Julie. Je suis super contente d'être avec toi aujourd'hui. Alors pour la petite histoire, on a déjà échangé, mais très rapidement, il y a 2 ans à peu près, je pense, au congrès de Paris sur le stand des femmes experts comptables et on aura l'occasion d'en reparler. Donc si je t'explique un peu comment ça va se passer, on va remonter au tout début, savoir Sarah, quel type d'enfant elle était, où est-ce qu'elle est née, en Pays de Loire? Oui, parce que je ne l'ai pas précisé, nous sommes actuellement dans les bureaux du CECARA, donc un grand merci à eux de nous avoir prêté les bureaux. Donc en fait c'est l'IRF, donc l'Institut Régional de Formation de l'Ordre Pays de Loire et qui nous accueille aujourd'hui. Et donc voilà, est-ce que la petite Sarah, elle a grandi en Pays de Loire ou peut-être est-ce qu'elle vient d'une autre région? Et pour en arriver à qui tu es et ce que tu fais aujourd'hui, donc est-ce que tu peux commencer par te présenter rapidement? Donc du coup Julie, donc moi c'est Sarah. J'ai eu 40 ans il y a un mois, donc voilà. Félicitations. Ça se pète ou? Oui, ça se pète. Nouvelle décennie. Oui, mais c'est la plus belle des décennies. C'est un mélange de jeunesse et de maturité en même temps, je trouve. Donc non, moi j'ai apprécié en tout cas. Du coup, donc moi je suis expert comptable en création ex nihilo depuis 2 ans et demi. Et puis maman d'une petite fille de 6 ans qui est toute ma vie. Et puis très investie aussi de manière extra-professionnelle. Et ce, depuis la nuit des temps. Quand tu dis extra-professionnel, c'est vraiment outre le secteur d'expertise comptable? Alors les deux, puisque je suis investie aussi bien dans tout ce qui gravite autour de l'expertise que dans des associations locales ou qui ont un petit rapport quand même avec la comptabilité du moins. Mais je t'expliquerai brièvement un petit peu plus tard. Ça marche. Et alors, est-ce que tu peux nous dire où est-ce que la petite Sarah elle est née, dans quel type de famille elle a grandi? Alors, la petite Sarah elle est née à Angers, mes parents étant du sud Maine-et-Loire, originaire de la Sarthe, donc de toute façon on restait dans les Pays de Loire. Et puis, alors pour la petite anecdote quand même, qui n'en est pas vraiment une, puisque je suis jumelle. Et nos parents étaient, parce qu'ils sont à la retraite maintenant, institutrices et professeurs d'horticulture. Et ma sœur et moi avons toutes les deux décidé de faire expertise comptable. Donc on est toutes les deux experts comptables. Ah, c'est vrai? Et vous n'avez pas eu l'idée de créer un cabinet ensemble ou... Non, enfin mes parents ont juste eu 2 enfants le même jour. Mais on ne se ressemble pas du tout. Et on n'a pas le même caractère et on serait très complémentaires, mais je suis pas sûre que, ce serait pas facile tous les jours d'être ensemble parce qu'on n'a pas la même façon de voir les choses. Alors même si on se compléterait, c'est pas toujours évident. Donc voilà, chacun vit sa vie de son côté, pas loin l'une de l'autre, mais chacun de son côté. Et ça fait du bien aussi. Et quel type d'enfant t'étais? Est-ce que t'étais plutôt sage, plutôt turbulente? Je sais pas. Je crois que j'ai pas reçu encore d'invités qui avaient un jumeau. Je sais pas, est-ce que ça doit jouer un peu quand t'es enfant? Ouais. En fait, on dit toujours que dans les jumeaux, il y a un dominant, un dominé. Alors moi, j'étais la dominante. Donc c'est-à-dire, alors je dis pas que j'étais turbulente, j'étais une enfant un peu
coquine, speed, introvertie. J'ai eu le prix du petit clown en maternelle. J'ai eu le prix de la petite de la pipelette. J'ai aussi eu le prix des mathématiques après quand je suis rentrée en élémentaire. Et ma sœur Emmeline était quelqu'un de beaucoup plus réservé, qui a besoin qu'on la guide, mais de peut-être plus travailleuse aussi, parce que du coup, elle était très très consciencieuse, alors moi j'avais des petites facilités, donc c'est-à-dire que je suis quelqu'un qui a une excellente mémoire, donc je lis une fois, je m'en rappelle. Ce qui fait que j'étais plutôt une très très bonne élève, parce que ça cogitait assez vite, et comme j'avais une très bonne mémoire, je retenais plutôt très très vite. Mais par contre, j'étais aussi une enfant, alors certes un petit peu speed, un petit peu casse-cou. Il m'est arrivé des petits malheurs, mais en même temps, j'ai toujours adoré aider les autres. Donc, quand j'avais fini un exercice, j'allais aider les autres élèves. Voilà. Et dès le CM1, j'ai été déléguée de classe. Et du coup, ça a construit tout mon parcours après d'investissement, puisque j'ai commencé dès le CM1. Oui, c'est vrai, c'est marrant après quand on sait ce qui va se passer ensuite. Et est-ce que tu avais peut-être déjà des idées de métier que tu voulais faire quand tu étais petite ou qui te faisaient rêver? Alors quand j'étais petite, je suis passée par tous les stades qu'ont toutes les petites filles. À un moment, on veut être institutrice, coiffeuse, fleuriste, voilà. Et j'ai décidé d'être expert comptable à l'âge de 13 ans, ce qui est plutôt assez marrant, jeune. C'est comme moi. Oui, mais alors... C'est rigolo parce qu'il y a peu, il y a eu un article décrit par je sais plus qui. Ah, c'est un podcast de René Ricol. Oui, je crois qu'il disait que c'était rarement une vocation. C'était rarement une vocation, et je pense qu'on est quelques-uns à avoir répondu que au final, si, de plus en plus. Alors effectivement, je pense que ça peut être lié au fait qu'on rencontre des gens de la profession. Moi, pour le coup, c'est une des meilleures amies de ma maman qui était expert comptable, et un jour, en discutant avec elle de ce qu'était son métier, elle m'expliquait, alors de ce que je m'en rappelle à l'époque, j'avais compris qu'elle faisait des mathématiques, du droit, des chiffres, et beaucoup de droit et beaucoup de conseils, et qu'en fait, elle passait son temps à rencontrer des clients. Et je me suis dit, en fait, j'adore les maths, le droit, c'est quelque chose qui me plaît. Et elle parle tout le temps à ses clients, elle fait beaucoup de conseils, et j'ai vraiment envie de faire ça. Côté pipelette, je vais pouvoir parler. Donc voilà. Et je rebondis sur ce que tu as dit là, ce dont on parlait pour la vocation. Je pense que aussi déjà la vocation, c'est à partir de quel âge que c'est une vocation, mais en fait, je pense que forcément, on a moins la vocation, par exemple, de devenir expert comptable, vu que c'est du B2B et que, quand t'es petit, en primaire, au collège, en fait, tu vas plutôt penser à des métiers que tu vois, que tu côtoies, qui sont plutôt du B2C. Et l'expert comptable, vu que c'est vraiment un chef d'entreprise au service des chefs d'entreprise, en fait, déjà, on conscientise pas forcément le fait qu'il y a des chefs d'entreprise, etc. Donc, oui, puis on est quand même énormément influencé par ce qu'on voit et les rencontres qu'on va faire. Et effectivement, on rencontre rarement un expert comptable au coin de la rue en discutant. Du coup, mais même à l'école, si on regarde les cahiers de lecture, quand il y a des exercices, on va parler du fleuriste, on va parler des pompiers. Il va y avoir des petites choses comme ça. Il va rarement y avoir un expert comptable. Et d'ailleurs, ça me fait penser à toute la problématique sur l'attractivité de la profession, où parfois en rigolant on se disait vivement qu'il y ait une série avec un expert comptable, parce qu'il y a pour les avocats mais il n'y a pas pour les experts comptables, mais oui, parce qu'en fin de compte c'est pas que notre profession n'est pas attractive, parce que j'y crois pas du tout, c'est qu'elle est méconnue, et c'est pas la même chose. C'est pas que le métier ne plaît pas, c'est qu'il est pas assez bien connu et pas assez bien appréhendé par les gens. Il y a des préjugés qui ont un peu la vie dure, mais c'est comme tout, ça va finir par changer. Moi, j'ai aucun doute sur le sujet. Voilà. Donc du coup, la vocation, elle existe à partir du moment où le choix est définitif et qu'on n'en démord pas. Moi, pour le coup, j'ai décidé d'être expert comptable à 13 ans et j'ai jamais changé d'idée. Avec du recul maintenant, je regrette pas, mais peut-être que y a d'autres professions que j'ai découvertes après, par la télé ou par des rencontres. Peut-être que si ces professions, je les avais découvertes avant l'expertise comptable, peut-être que je serais allée vers ça. Et quoi, par exemple ? La police judiciaire, police scientifique. Parce que j'aime le côté enquête sur le terrain, et puis de faire corréler des preuves, que tout soit hyper précis, et s'il y a telle empreinte, tel produit, et autres. Alors, je sais pas si c'est parce que j'ai beaucoup regardé
les émissions de police scientifique, mais bon, en plus j'ai un bac S option physique-chimie, donc c'est quelque chose que j'aimais bien, parce que quand tu mets telle solution avec telle solution, t'as obligatoirement telle réaction. C'est très cartésien en fait. Et le côté investigation, le fait de rechercher, de poser des questions. Est-ce que le côté rigoureux et un peu enquête, tu l'as pas aussi dans le métier d'expert comptable? C'est pour ça. Finalement. Et en fait, ça me paraît pas surprenant en fait que les deux me plaisaient. Effectivement, le côté quand on est expert comptable, alors même si pour moi tous les bilans sont faux, parce que selon l'interprétation que tu vas faire, si tu passes ta CCA en 365 jours ou 360 ou si c'est significatif, non significatif, enfin voilà, on donnerait une comptabilité à deux personnes différentes, on n'aurait jamais le même résultat. Mais en ordre de grandeur, voilà. Normalement. Mais par contre, tout ça est appuyé sur du droit. Enfin, la comptabilité, les comptes annuels, c'est du droit et la fiscalité qui en découle, et même tout le conseil. Donc, quand on va donner un conseil à un client, on s'appuie sur des bases. Enfin, et donc il n'y a pas non plus pléthore de choix dans la façon d'aiguiller quelqu'un, quoi. Et en même temps, je me dis, est-ce que ça serait pas, tu sais, comme... alors ça, il y a plusieurs écoles, mais des fois on dit en fait qu'il n'y a pas une personne qui est faite pour nous dans le cadre d'un couple, et qu'en fait il y aurait plein de personnes, sauf que l'environnement, le contexte fait qu'à un moment donné, tu vas aller avec une personne. En fait, on pourrait se dire que c'est la même chose avec les métiers. En fait, il y a plein de métiers dans lesquels on pourrait s'éclater, mais on va peut-être sans doute pas tous les faire, et c'est pas grave en fait. Oui, je suis totalement convaincue. Dire qu'il y a un métier qui est fait pour soi, je suis pas persuadée, comme je suis pas persuadée qu'il y ait une personne faite pour soi. Enfin, moi personnellement, mon conjoint, si j'avais pas eu mon accident de voiture, je l'aurais jamais rencontré. Donc je sais pas. Enfin, alors oui, on dit qu'il y a pas de hasard dans la vie non plus, mais c'est comme ça. C'est que tout était pas tracé, mais en tout cas, il y a des rencontres, il y a des. Parfois, on parle de monter dans un train ou pas. Il y a des choix qu'on fait, et puis au moment où on les fait, eh bien, c'est ce qui va nous guider. Alors, on a nos caractères, et souvent, malgré tout, on sait où on doit aller. Moi, je me suis énormément interrogée sur mon métier, parce que j'ai rencontré quelques difficultés dans mon parcours. J'ai failli arrêter. L'expertise comptable. L'expertise comptable, ouais. Voilà, avant d'être diplômée. Je savais pas, je découvre en live avec vous. Cet épisode va être passionnant. Du coup, alors, je t'expliquerai pourquoi un peu après, parce que c'est bien l'investissement extra-professionnel, mais ça m'a fait grandir, mais ça m'a aussi ouvert des portes et fermé quelques-unes aussi. Et du coup, à un moment, quand tu te questionnes, tu te dis, mais est-ce que je suis faite pour ça? Est-ce que les gens ont envie que je travaille pour eux ou pas? Et du coup, je me suis remise en question, et j'ai même refait un bilan de compétences pour savoir. Bon, alors, il s'est avéré qu'en ressortant du bilan de compétences, j'étais faite pour l'expertise comptable, donc ça m'a rassurée. Des fois, il y a peut-être besoin de ce regard extérieur quand on est plus capable de prendre du recul. Oui, mais au moins, il y a eu il y a eu un rapport qui sort et qui fait que je peux être ou enseignante ou expert comptable. Waouh, super, ça va, c'est chouette. Et je rebondis aussi sur ce que tu disais, ce qu'on disait, qu'il n'y avait pas forcément un métier qui est fait pour nous. Et je pense que c'est d'autant plus vrai en expertise comptable. Il y a aussi le métier que tu fais et la façon dont tu l'exerces, parce qu'en fait, il y a 20 000 experts comptables et aucun d'eux ne se ressemble, parce qu'en fonction de leur type de clientèle, de la taille du cabinet, de leur stratégie, est-ce qu'ils sont profs à côté ou pas, est-ce qu'ils sont contrôleurs de stage ou pas, est-ce qu'ils sont dans des assos, en fait, aucun expert comptable ne ressemble à un autre. Mais c'est exactement ça. Enfin, il y a peu, au mois de décembre, avec l'Ordre des Pays de la Loire, j'ai fait une permanence au Forum de l'orientation pour rencontrer notamment les collégiens et les lycéens. Et quand on me demande qu'est-ce que le métier d'expertise comptable, donc je leur explique que c'est un métier hyper diversifié par les sujets qu'il aborde. On va faire de la compta, du droit, de la fiscalité, du conseil en ressources humaines et paye. On va aborder des questions de gestion de patrimoine. Dans d'autres cabinets, on va faire de la consolidation, de l'audit, du conseil à l'export et autres. Et dans des structures qui peuvent aller de l'expert comptable tout seul ex nihilo au cabinet international et avec une typologie de clientèle aussi variée qu'il en existe en France. Donc en fait, c'est pour ça que je dis souvent que c'est le plus beau métier du monde, parce que il peut convenir à tout le monde. Une personne qui a besoin d'être seule va s'y retrouver, va créer son cabinet
et va décider d'avoir telle ou telle clientèle qui lui ressemble. D'autres personnes qui ne supportent pas l'idée d'être tout seul, qui ont besoin d'être entourées, vont plutôt se sentir bien dans un cabinet de taille plus importante. Et en fait, c'est pour ça que il est fait pour tout le monde, parce que tout le monde peut y trouver son compte. Son compte, exactement. Ah oui, très drôle. Tout le monde peut y trouver son compte. Et puis, est-ce que ça pourrait pas être le nom d'une campagne de com? C'est ça. Tout le monde peut y trouver son compte. Et puis surtout aussi, on peut changer. Parce que personnellement, moi j'ai commencé dans un très gros cabinet et je pensais y faire ma vie. Bon, il s'avère que ça s'est pas fait, donc j'en ai essayé d'autres. J'espérais plus ou moins m'associer dans un cabinet où j'étais, ça s'est pas fait non plus. Plus jeune, je pensais que créer son cabinet ex nihilo, fallait être un tout petit peu foufou pour le faire. Et au final, je l'ai fait il y a 2 ans. Parce que j'étais prête, parce que après tout, ça m'a pas fait peur, parce que je me suis dit, mais pourquoi pas? Et puis au pire, si ça marche pas, je rechangerai. C'est pas... Voilà. Mais donc en fait, rien n'est totalement immuable. C'est-à-dire qu'on peut changer et on peut avoir une vision différente à des moments donnés. Et puis même on mûrit, donc on peut avoir des positions qui changent et une vision qui change. Et qu'est-ce qui t'a donné envie d'être expert comptable alors à 13 ans? Parce que c'est quand même pas le métier qui fait rêver beaucoup de jeunes. Enfin déjà, comment t'as eu l'idée? Tu nous as dit que c'était une personne que t'avais rencontrée. Et est-ce qu'il y a, je sais pas, un élément où tu t'es dit... Je pense que vraiment, c'était le côté hors chiffre, parce que malgré tout, on en fait et on s'en sert. Le côté droit. T'aimais ça, les chiffres? Oui, disais, ouais. Oui. Alors ça, par contre, voilà, j'avoue, les maths, le calcul mental, tout ça, j'étais vraiment très très forte à l'école. Enfin, je sais plus, au brevet, je crois que j'ai eu 40 sur 40, enfin quelque chose comme ça. Mais donc c'est... Voilà, l'autre jour on avait rendez-vous chez un notaire, à un moment il parlait, bon c'est moi qui ai fait toutes les multiplications de tête, enfin aucun problème sur le sujet. Mais par contre ce que j'avais en fait quand elle en avait parlé, c'est que j'avais découvert qu'au final elle ne faisait que de la relation clientèle. Et c'était ça qui m'avait dit, mais en fait c'est super, parce qu'on n'est pas coincé derrière un ordinateur, et du coup elle rencontre énormément de gens, qu'elle aiguille, et ça c'est ce qui m'avait dit, oh mais non, en fait j'ai vraiment envie de faire ça. Et t'as quand même fait S? Oui. Alors que c'était pour peut-être te laisser les portes ouvertes? Alors du coup, quand on s'était renseigné sur le cursus pour entrer alors à l'époque, en DPECF, DECF, c'était ils préconisaient un bac S ou un bac ES. Il n'y avait pas de grande importance. Il n'y avait pas de bac STMG ou STG? Si, mais ils préconisaient pas. Mais malgré tout, le bac général permettait peut-être d'aller aussi un peu plus vite. Et alors, avec du recul, effectivement, j'ai pas fait d'éco, j'ai pas fait de droit et j'ai pas fait de compta. Mais par contre, j'ai fait des maths et de la physique-chimie avec des choses assez carrées. Et notamment, quand tu fais, alors moi, c'est ce qui m'avait marqué en physique-chimie, t'as un problème que tu dois résoudre et en fait, t'arrives et t'as, comme on dit à la fin, c'est QFD. Et c'est comme ça. Et malgré tout, dans le cursus scolaire, quand tu fais des mathématiques, de la gestion financière, parce qu'on en fait quand même beaucoup. Alors, on n'en fait plus en expertise à proprement parler, mais pendant le cursus maintenant de DCG, on a quand même des petites choses. Et le droit, c'est un petit peu ça aussi. Si on y réfléchit, on a un problème de droit, on a une règle de droit et on l'applique. Et du coup, on a une certaine logique qu'on a et un programme de travail qu'on a en S notamment, je trouve, qui nous permet de nous investir et d'avoir une certaine rigueur dans le travail apporté et qui peut servir en prépa. Enfin, nous, à l'époque, on appelait ça la prépa, mais et au final, moi, je m'en rappelle, quand je suis rentrée en DPECF, les premiers mois, ceux qui avaient fait, alors nous, c'était STT à l'époque, étaient bien meilleurs que les bacs S et ES. Et au bout de 3 mois, ça avait changé. Parce que du coup, nous, on avait gardé par contre une certaine habitude de travail. Mais c'est ce qu'on m'avait dit, moi, quand je suis rentrée en DCG, où on nous avait dit, en fait, au début, bon, moi, du coup, c'était les STMG, mais ils vont être meilleurs que vous parce que, ils ont déjà fait de l'éco, ils ont déjà fait de la compta, ils ont déjà passé des petites écritures, etc., que quand tu débarques de général et que tu connais pas du tout débit crédit, moi, je trouvais que c'était complètement illogique, mais en fait, c'est juste que c'est une autre logique et une fois que tu l'as, c'est bon, mais des fois, ça met du temps un peu à l'avoir et c'était exactement ce qu'on m'avait dit. Je me rappelle pas si ça s'était vraiment vérifié ensuite, mais en tout cas, je pense que c'est courant qu'on dise ça. Et après, je pense que ça dépend aussi du travail, de l'implication de chacun. Oui.
tous les cas. Ah bah oui, c'est sûr. Et d'ailleurs, c'est un peu plus, je trouve, difficile aujourd'hui d'aiguiller les plus jeunes parce que nous, on avait l'avantage d'avoir des bacs prédéfinis. Et maintenant, c'est à eux de choisir les options qu'ils veulent mettre. Et je vois, ça fait 2 ans que je fais ou Studirama ou le Forum de l'orientation. Et les collégiens, lycéens qui seraient intéressés nous disaient, mais du coup, on doit faire quoi comme option et comme épreuve? Est-ce que les mathématiques, c'est obligatoire? Alors, comme moi, je sais plus, et puis j'ai pas de grands enfants, j'ai des grands enfants à la maison, mais comme ils voulaient pas du tout faire ça, je me suis pas intéressée au choix de leurs options. Je sais pas, ils me disent, est-ce qu'on est obligé de faire maths jusqu'en terminale ou est-ce qu'on peut arrêter avant? Alors, je leur dis, évitez de prendre sport et arts plastiques parce que c'est sûr que ça va rien vous apporter, mais essayez quand même d'avoir un cursus un tout petit peu ou éco ou gestion ou mathématiques un minimum, mais sinon peut-être que votre dossier va avoir du mal à passer dans les écoles. Et en plus, je pense que c'est pas facile. Enfin moi, pareil, moi j'avais fait S. Enfin, il y avait pas les 50 000 options, donc je sais même pas pour te dire les matières qu'il y a. Mais je pense que c'est pas facile. Enfin, pour un étudiant, oui, voilà, c'est plus facile de. Tu sais, en fait, quand t'as déjà des cases qui sont préfaites et que tu te dis bon moi je vais en S, je vais en ES, je vais en L, je vais en STMG, que là de se dire alors en fait t'as plein de choix. Et tu dois choisir toi-même si tu prends un petit bout de là, un petit bout par-ci, un petit bout par-là. Et en plus, moi, c'est pareil, j'ai pas mal de messages d'étudiants sur Instagram qui me disent quelle option je dois prendre, etc. Parce qu'en fait, du coup, ça, j'ai l'impression que ça les enferme aussi dans le fait de vraiment qu'est-ce que je veux faire et plus tard, et en fonction du métier que je veux faire, quelle spécialité je dois prendre, alors qu'en fait, tu peux faire, entre guillemets, dans les experts comptables, il y en a qui ont fait STMG, il y en a qui ont fait S, il y en a qui ont fait ES, il y en a qui ont fait Bac Pro. Enfin, en fait, il y a pas de règles. Ah non, il n'y a pas de règles, mais malheureusement, il y a aussi le fait que quand on a pris un bac, notamment général, et qu'on a pris certaines options, le fait qu'il y ait des dossiers derrière étudiés, et entre celui qui donne l'impression d'arriver avec des bases et d'autres moins, moi je me rappellerai toujours un des copains d'un de mes beaux-fils qui voulait faire architecte et qui n'a pas pris physique-chimie dans ses options. Et du coup, il a pas pu rentrer en école d'architecture, il avait pris maths mais pas physique-chimie. Alors que comme ça, là, tu me dis ça, moi ça me choque pas de pas prendre physique-chimie pour archi, mais... Je pense qu'il y a 2-3 petits calculs à faire en architecture, mais ou c'est maths qu'il a pas pris, je sais plus. Mais grosso modo, il avait pris sport, et en architecture, le sport c'est pas ce qu'il préconise. Enfin, je sais plus. Je me trompe peut-être, mais je sais qu'en tout cas, il a pas choisi les bonnes options pour le bac. Et ça, est-ce que tu t'es renseigné, ou est-ce que ça pourrait être intéressant de se renseigner auprès des écoles ou pour savoir eux sur quel voilà. Et donc généralement, ce qu'on fait quand moi quand je suis au Forum de l'orientation, notamment, quand les écoles sont présentes, je vais facilement leur dire écoutez, je vous propose d'aller sur le stand de telles écoles qui proposent le DCG, DSCG. Au moins, ils vont un peu plus vous aiguiller. Eux le savent en fait, ce qu'ils regardent dans les dossiers et ce qu'ils peuvent préconiser. Alors après, si on dit aux étudiants, aux collégiens, aux lycéens, de quand même faire un peu de mathématiques et au moins ou un peu d'économie, on n'est pas loin quand même. Oui. Voilà. C'est vrai que ça, je me rends pas compte au niveau des options. Je connais pas du tout, donc pareil que toi, je saurais pas dire. Donc ouais, c'est vrai qu'en fait, le mieux c'est de se renseigner. En plus, je pense qu'en fonction des écoles, il y en a qui vont valoriser plus certaines options que d'autres, par exemple, ou il y en a qui vont être plus larges et d'autres plus restreints. Peut-être pas valoriser certaines, mais du moins, je pense qu'il peut y avoir des cursus qui seraient un peu rédhibitoires si on veut faire expertise comptable, mais qu'on a pris, moi je sais pas, histoire, français et philo. J'en sais rien, mais comme ça, je me dirais, il va peut-être manquer un mini bagage, puisqu'en fait, on connaît quand même les épreuves du DCG. Donc, si à un moment donné, pendant 3 ans, tu n'as pas fait de mathématiques, n'empêche que ça va poser un problème pendant le cursus de DCG. Pour corriger les copies. C'est vrai que ça, j'avais pas prévu comme question, mais j'avais vu passer un post, je crois que tu avais fait sur LinkedIn, où tu disais que je râlais un petit copies. Pour une fois, je râlais, ce qui est très rare me connaissant, mais où j'avais râlé un petit peu. Ouais. Et toi, du coup, vu que tu venais de bac général, tu découvres les matières un peu du cursus expertise comptable. Et est-ce que ça te plaît directement? Quel est ton premier ressenti? Alors justement, je sais pas, c'est là où j'étais pas tout à fait d'accord avec toi, mais pour moi, la comptabilité est hyper logique. Non, mais au début, quand j'arrivais, j'avais... Parce que pour moi, c'est très très logique. Et puis justement, comme j'adorais les maths,
on a beau dire, dans le cursus DCG, tu fais du contrôle de gestion, tu fais de la gestion financière. Donc en fait, on a quand même un cursus hyper scientifique au début. Donc non, c'était chouette. Et le droit, en fait, il s'est avéré que ce qui m'a posé problème, ce qui était une facilité quand j'étais plus jeune, le fait de retenir beaucoup et de pas avoir tant besoin que travailler, là, à un moment, je me suis dit, alors le droit, en fin de compte, c'est comme tout, c'est-à-dire qu'à un moment, faut le bosser, quoi. Donc, j'ai beaucoup fonctionné sur mes acquis pendant des années. Et puis, à un moment, c'est, là, Sarah, faut que tu commences à réviser sérieusement tes cours. Et donc, du coup, je me suis fait un jour alpaguer par mon prof de droit qui me dit je suis pas très satisfait de vos notes en droit parce que je pense que vous pouvez avoir plus. J'avais 8. Et je sais pas, un jour ça m'a pris. J'ai dit tiens, si je commençais à réviser le droit. Et j'ai eu 16. Donc là, il m'a regardé, il me dit par contre, au niveau du palier, c'est bien, vous avez bien bossé. Par contre, maintenant, du coup, vous avez l'interdiction de redescendre en dessous. Ah, mince, flûte, j'ai trop donné ce coup-ci. Donc oui, les épreuves, on a beau dire, ça se travaille, ça s'apprend. C'est un métier où ça nécessite d'avoir des connaissances et il y a du travail. Et puis après, il y a aussi peut-être de la réflexion et de la logique à avoir sur certaines choses, mais tout ne tombe pas du ciel. À un moment donné, il faut travailler. Est-ce que tu te souviens des stages que tu avais fait quand tu étais en DESCF, mon premier stage que j'ai fait, c'était en DPECF, en première année. Alors, chez la femme expert comptable qui m'avait qui m'avait présenté le métier, donc dans un tout petit cabinet de 5 personnes dans la petite ville où habitent mes parents, avec les commerçants et les artisans de la ville. Et en plus, ça a même bien fonctionné puisqu'elle a eu un petit souci de santé. Et, du coup, elle a été à un moment donné absente. Il y a eu du retard de prix et du coup, elle m'avait même rembauchée. J'allais travailler tous les samedis pour compléter. Et j'ai fait ça pendant 3 mois. C'est ton job étudiant Oui, en première année, ouais, à 18 ans du coup, parce que moi j'ai eu mon bac à 17 ans, mais du coup, j'ai fait ça, oui, quasiment dès la première année. Puis sinon, j'étais caissière au Super U. J'aimais bien. Et ça t'a plu? Ah, j'adorais. Que tu fais la caissière ou les deux travailler. Mais les deux, parce que alors autant au cabinet du coup quand j'étais assistante, donc c'est beaucoup il fallait que j'aide à faire la tenue de base, mais le côté caissière en fait, comme j'adore discuter, c'était bien. Alors, moi j'étais la caissière, je pense la plus pipelette du magasin, mais les clients m'aimaient beaucoup. Et en DECF, je suppose qu'il y avait peut-être un autre stage. Ah, il y avait pas de stage à faire? Non. Ben non, à l'époque, non, pour moi, il n'y avait pas de stage. Alors, attends, je t'avoue, je sais pas. Je te fais confiance. Ça commence à remonter, ça veut dire que ça fait plus de 20 ans. Et là, ma mémoire me fait défaut. Pourtant, je viens de dire que j'en avais beaucoup. Mais je me demande si je ne l'ai pas refait dans le cabinet de Francine. Et après, par contre, il y a le stage de 4 mois en DESCF. Le DSCG, et là, pour le coup, je l'avais fait dans un cabinet en juin. Et ouais, t'avais voulu changer ou... Oui, puis je faisais les études à Angers, donc du coup, c'était quand même plus pratique. Et puis oui, alors c'est bien aussi de changer parce que même moi, je trouve parfois quand il y a des étudiants qui disent je suis venue faire mon stage l'année dernière, est-ce que je peux revenir? Non, en fait. Ah, tu leur fermes la porte direct? Non, ouais, parce que je leur dis essayez d'aller voir autre chose, ou l'entreprise parfois, parce qu'on peut avoir envie de voir ce qui se passe et voir d'autres cabinets pour ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il existe multitude de structures et multitude de dossiers, multitude de clients et une multitude de façons d'exercer le métier, et autant profiter des stages pour découvrir. Enfin, un stage, ça reste aussi un moment de découverte. Donc si on va toujours dans le même, c'est dommage parce qu'on voit toujours la même chose. En plus, avec le risque de refaire les mêmes dossiers que la dernière fois. Et j'essaye de dire, non, je préférais que vous trouviez autre part. Je préfère prendre quelqu'un d'autre, mais essayer de trouver dans un autre cabinet pour découvrir une autre façon de voir le métier. Et ça permet aussi de sortir de sa zone de confort et de pas rentrer. Enfin, admettons, tu fais tes 3 stages
dans le même cabinet et puis en fait tu vois que ça et tu sais pas ce qui se passe autour. C'est très bien, mais notamment, alors je le dis surtout quand c'est les stages découvertes. C'est que moi j'ai eu un jeune homme, il a voulu venir 3 fois pour son stage découverte. Je dis mais non, mais par définition il faut que tu découvres. Donc essaye de trouver autre chose. Enfin, et puis parce que des fois on peut se dire ah c'est trop bien, mais en fait parce qu'on ne sait pas qu'il existe autre chose qui est encore mieux. Alors et après certains ont un stage qui s'est très bien passé et puis ils vont être embauchés dans un autre cabinet puis là ça va être la grosse déconvenue. Bah oui, parce que chaque cabinet est différent, il y en a, enfin ça peut être un débat qu'on peut avoir, hein. Moi j'ai une très belle vision du métier, mais je pense comme tout qu'il y a des très bons collaborateurs et des moins bons, il y a des très bons cabinets, des moins bons, enfin pas moins bons mais qui correspondent pas tout à fait à la vision que l'on a de la façon d'exercer, et donc il y a de tout. Et c'est ce qui fait aussi toute la beauté du métier. Mais du coup, il faut découvrir. Moi, je me suis trompée. Je suis rentrée dans des cabinets qui me correspondaient pas du tout. C'est pas grave, il y en a d'autres. Et ton stage à Angers, ça t'a plu? Tu te rappelles ce que tu faisais? Oui, ça m'a plu, ouais, parce que du coup, c'était dans un cabinet angevin d'une taille à peu près intéressante, avec 2 experts comptables, des dossiers variés. Je me rappelle que même à la fin, j'avais fini par être en charge des tableaux de bord des maisons de santé. Beaucoup de pression pour ma petite personne au bout de 3 mois de stage, mais parce que la personne qui s'en occupait était tombée malade. Bon, c'est un concours de circonstances. Mais oui, ça m'avait convaincue, ça m'avait permis de faire mon mémoire de stage. Alors, c'était pas vraiment un mémoire en DESCF, c'était un rapport de stage, mais c'était très intéressant. Et est-ce que, si on revient sur le côté études, pour le DSCG, est-ce que pareil, tu étais sur la même lancée que le DCG, où tu avais des bonnes notes et ou peut-être tu devais travailler un peu plus, je sais pas. Parce qu'on dit quand même qu'il y a une marche entre les deux. Alors nous, c'était le problème, c'est que c'était pas les mêmes. Entre DECF et DESCF. Alors du coup, à l'époque, entre le DPECF, moi je l'ai eu la première année, le DECF était... Alors, ça, c'était ma vision, mais peut-être que je me trompe. Et pour moi, à l'époque, était plus dur que le DCG aujourd'hui. Et par contre, la marche entre le DECF et le DESCF était plus fine. Ouais. Ce qui fait que quand on passait les épreuves du DECF en septembre et qu'on se présentait aux épreuves du DESCF en novembre, sans réviser, ce que je l'ai fait, moi, j'avais obtenu une des épreuves sans rien faire, sans assister aux cours d'ailleurs. Enfin, on commençait tout juste les cours. Et après, alors comme on avait le stage à faire, il fallait obligatoirement attendre 1 an parce qu'on n'avait pas d'équivalence. Et là, pour le coup, ce qui m'a porté préjudice, c'est que comme nous, les épreuves étaient en décembre et qu'on validait en janvier, on a commencé à travailler en septembre. Et là, j'ai commencé à travailler à fond dans le boulot. La révision des épreuves, un peu moins bonne. Bref, première fois de ma vie, bac+5 raté. Oups. Bon, ça c'est fait. Alors d'autant plus que c'est à cause de la moyenne ou d'une note inférieure à 6 ? Non, en moyenne. Il y en a une que j'avais dû moins bien réussir, je sais plus laquelle. Tu t'étais reposée sur tes acquis. C'est ça. Bon, puis le côté hyper frustrant, c'est que tu regardes la liste des reçus, tu vois Potier, Emeline, reçu, Potier, Sarah, oups, oh mince, moi j'y suis pas. Oh, putain, c'est frustrant. Bon, c'est pas grave. Bon, c'est pas grave, j'ai continué à travailler, je l'ai passé l'année d'après, je suis rentrée en stage directement, avec 1 an d'écart, mais c'est pas très grave parce que, alors chacun après sa vision sur le sujet, mais malgré tout, le stage, c'était pas plus mal de rentrer 1 an après. Parce que quand on sort de l'école, alors nous en plus à notre époque, moi ça n'existait pas le contrat pro. Donc quand je passais le DESCF, à part le stage de 4 mois ou de 5 mois, je sais plus, on travaillait pas à côté. On n'était pas en cabinet. C'était que de la théorie. Donc on arrivait avec notre quasi bac+5 ou à peine validé, sans avoir quasiment mis les pieds dans un cabinet, ou du moins pendant le stage. Et de là à dire, on va rentrer en stage d'expertise pour dans 3 ans être diplômé, c'était plus dur. Maintenant, beaucoup de candidats sont notamment DSCG en alternance, ce qui fait qu'ils ont quand même un bon pied, ils ont déjà vu comment ça fonctionne, et donc ils peuvent se permettre de rentrer en stage. Mais ça, c'est comme tout. Le stage, faut vraiment réfléchir. Et est-ce que le cabinet aussi est en capacité de nous faire évoluer très vite sur les 3 ans ?
comme c'est préconisé par le règlement de stage, mais c'est pas toujours si évident que ça. Il faut aussi que la personne soit capable de progresser très vite, parce qu'au bout des 3 ans, on est censé en faire un mémoire et passer le diplôme. Et est-ce qu'on vraiment en 3 ans, on a pris toutes les capacités? J'en suis pas toujours persuadée, sans vouloir être méchant. C'est pas, enfin, moi j'ai mis énormément de temps à être diplômée, mais pour d'autres raisons, parce que il faut la maturité, il faut les dossiers. Et d'ailleurs, je considère que c'est pas parce qu'on est diplômé qu'on est expert comptable. On est diplômé, mais pour moi, ça ne fait pas la qualité. C'est la clé pour l'être. C'est comme quand on. C'est un prérequis, mais. C'est un prérequis. C'est pas. Mais de là à dire que j'ai le diplôme, fait, je suis expert comptable, bah non, parce que malgré tout, il y aura toujours l'expérience professionnelle qui fait que on acquiert des compétences tous les jours, d'ailleurs. Moi, j'ai pas la prétention de dire que je sais tout, bien au contraire. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Voilà, mais bien entendu, tous les experts comptables plus vieux que moi, qui ont commencé avant que moi, ils savent obligatoirement beaucoup plus de choses que moi. Et puis parce que notamment, on peut pas non plus tout savoir. Il y a bien trop de spécificités dans notre métier pour être bon partout. Ou alors c'est qu'il y a un problème si on est bon partout. Mais du coup, c'est là où chacun après. Mais je peux comprendre, hein, parce que c'est aussi par contre plus simple de faire le stage quand on est plus jeune et qu'on n'a pas une vie privée à côté qui nous prend du temps. Donc en fait, c'est tout un cheminement à trouver. Je suis totalement d'accord avec toi. D'ailleurs, j'avais fait des posts sur la différence entre diplômé et expert comptable, parce qu'en plus, t'es pas obligé de t'inscrire directement à l'ordre notamment, ou même d'exercer, ou autre. Et c'est vrai que c'est pour ça, peut-être que tu peux avoir l'impression qu'on n'est pas forcément d'accord, du coup, peut-être par rapport au diplôme et au fait d'être jeune. Mais justement, moi, comme je fais la différence entre avoir le diplôme et être expert comptable, en fait, je trouve ça dommage, par exemple, je parle pas dans ton cas à toi, mais que certains experts comptables freinent un peu en disant bah t'es jeune pour faire le stage, et en même temps ça peut être bien de se dire bah en fait je valide le diplôme, ça veut pas dire que je vais être expert comptable ou que je vais être aussi compétente que quelqu'un qui a 10 ans d'expérience de plus, et même des fois qui a pas le DEC, mais en fait toi si t'as que 3 ans d'expérience tu vas pas forcément avoir la compétence, mais au moins de cocher la case et de se dire bah en fait j'ai le diplôme, quand je voudrais, si je veux un jour l'utiliser pour m'installer ou autre, ou dans un projet, j'ai la possibilité de le faire. Parce qu'on sait après que, alors j'ai pas les stats, mais il me semble que après quand tu traînes un peu, enfin plus tu avances en âge, des fois, bah forcément comme tu disais avec le contexte personnel et tout, plus c'est compliqué des fois enfin plus le stage des fois traîne, et il dure pas 3 ans, mais il dure 4, 5, 6, enfin. Oui, puis il peut pas durer ad vitam aeternam non plus, parce qu'il y a des règles de suspension. Et sinon, il y a l'autre point, c'est que tu peux du coup valider ton stage. T'as fait tes 3 ans, t'as fait tes 4 rapports semestriels, et 3 normaux et la notice. Et la notice, tu la sors tant bien que mal parce qu'il faut la sortir. Et tu te retrouves à avoir ton attestation de fin de stage qui n'est plus valable que 6 ans. Et alors, moi, je fais partie de la réforme du DEC, donc je l'ai vécu, mais juste avant, ça n'existait pas. Donc, même si t'es pas tout à fait mûr et que tu voulais passer le diplôme un peu plus tard parce que justement tu trouves pas ton sujet de mémoire, eh bien, tu pouvais prendre ton temps. T'avais fait le stage et tu prenais le temps pour le diplôme. Non, il était illimité. C'est pour ça qu'il n'y a jamais eu autant de diplômés en 2010, 11, 12. Parce que tous les gens qui avaient les vieilles attestations, on se sont dit, il faut qu'on y aille. Et en même temps, je me dis, est-ce que c'est pas un piège aussi de, justement, le fait que c'était illimité, où tu te dis, ah bah, je le presserai plus tard, et en fait, que t'avais beaucoup de gens, peut-être, au final, qui le passaient pas. Parce que en fait, quand t'as le temps, tu te dis, bah c'est bon, je ferai ça plus tard. Non, mais t'as raison. 6 ans, ça paraît, enfin, quand on le dit comme ça, après, ça paraît long, et après, je pense que ça dépend de la situation de chacun, ça peut paraître à la fois court, mais c'est vrai que le fait d'être illimité, en fait, quand t'as pas de deadline, tu le fais pas. Je le ferai plus tard. Et parfois, tu ne le fais pas. Oui. Du coup, bon, moi, je suis le mauvais exemple, mais j'ai atteint les deadlines, parce qu'en plus, c'est 6 ans plus 2. Si t'as une raison pour faire tu peux demander prorogation de 2 ans. Ouais, voilà. Je rigole parce que du coup, oui, j'ai atteint pile poil la date limite. J'étais diplômée en mai 2018 et donc mon attestation devenait caduque en juillet 2018. Donc, voilà. Moi, j'ai mis 8 ans pour avoir l'attestation. Et le diplôme, pardon. Et donc tu repasses ton DESCF, donc l'équivalent du DSCG, tu rentres en stage directement. C'était un nouveau cabinet dans lequel tu n'avais jamais été, ou c'était peut-être celui dans lequel tu avais fait ton stage?
Non, du coup, le stage de DESCF, je l'ai fait dans un cabinet en juin. Et puis, tous ceux qui étaient dans la promotion de DESCF, on a tous cherché du travail pour septembre, même si on n'avait pas tout à fait terminé notre diplôme. Et là, moi, je suis rentrée dans un très gros cabinet. Et donc, c'est dans ce cabinet-là où j'étais salariée et je suis rentrée en stage avec eux directement, quoi. Et tu faisais de l'expertise, de l'audit? Que de l'expertise, puisque c'est un très gros cabinet, donc un cabinet très structuré avec des groupes de travail un peu parfois spécialisés. Et j'ai juste fait mes 212 heures d'audit, je m'en rappelle tout le temps, c'est 212 heures sur mes 3 années de stage pour pouvoir valider le stage avec mes 200 heures de CAC. Et comme tu dis que tu étais spécialisée en expertise, est-ce que tu avais aussi une typologie de dossiers particulière? Alors, dans mon groupe de travail, on avait des grosses entreprises, des très très grosses, avec des déplacements un peu partout en France, et des BNC. C'est quand même radicalement. Voilà. Donc moi, quand je suis devenue, au bout de 3 ans, responsable de dossier, j'avais des très beaux dossiers et des BNC. Parce que dans mon groupe, il y avait 3 personnes chargées des gros dossiers et 2 collaborateurs BNC. Donc comme j'avais aidé les deux, et ben au moment de passer responsable de dossier suite à des mouvements de personnel, et ben j'ai récupéré un bout de BNC d'une collègue qui était partie et les gros dossiers d'un collègue qui lui s'était fait muter dans un autre département. Mais voilà, donc j'avais des entreprises avec plus de 50 salariés et puis et quelques BNC. Et j'ai vu que tu avais changé plusieurs fois de cabinet pendant ton stage. T'es resté combien de temps dans ce premier cabinet? Alors le premier, j'ai fait 5 ans. Oui, quand même. C'est mon plus gros, ma plus grosse durée. Et après, j'ai été beaucoup plus, alors pas infidèle, mais beaucoup plus, j'ai beaucoup plus vadrouillé. Alors le premier, j'y suis restée 5 ans, donc j'ai fait toute ma formation avec eux. C'est eux qui m'ont fait grandir, qui m'ont apporté beaucoup, qui m'ont fait faire le stage. Mais c'est aussi dans ce cabinet où je suis devenue présidente nationale de l'Annex. Et l'Annex m'a apporté une expérience et un profil plus qu'intéressant. Mais ça m'a aussi créé bizarrement des tensions parce que le fait que avec mon patron de l'époque, on s'est pas très bien débrouillé sur la gestion de ma présidence. Moi, j'avais décidé de la faire en perso, c'est-à-dire que je devenais présidente sur ma volonté propre. Et du coup, quand je partais à Paris pour le Conseil national ou pour préparer diverses réunions et autres, je demandais seulement à mon patron une autorisation de déplacement et je récupérais mes heures sur le week-end. Mais il était le seul au courant, pas les collaborateurs. Donc quand je partais, les gens se demandaient pourquoi je partais sur les heures de travail, pourquoi personne ne le savait. La communication interne. Voilà. Et en fait, alors qu'on pensait que c'était entre lui et moi, et que la seule personne qui avait à dire quelque chose, c'était mon patron, eh bien, on s'est complètement trompé. Et la jalousie féminine était un très mauvais défaut, donc j'ai subi quelques petites langues de vipère, et ça va très très vite, les rumeurs vont très très vite. Et du coup, il y a un sentiment... il y a eu un moment où on ne m'adressait plus la parole quand j'arrivais. Et puis c'est pareil, ce qui fait que il y a eu beaucoup de jalousie parce que la présidence de l'Annex emmène une certaine visibilité. Donc on intervient dans des magazines, on intervient... moi, je suis intervenue à la télé. J'ai même réussi à avoir une émission. Du coup, j'avais invité un collaborateur du cabinet à venir. Donc du coup, c'est le cabinet qui a été mis en valeur un peu grâce à moi, parce que c'est moi qui l'ai trouvé. Enfin, c'est moi qui ai été appelée et du coup, j'ai demandé à mon cabinet de venir. Et du coup, c'est Sarah, elle passe à la télé, et puis Sarah est dans les magazines, et puis Sarah, et puis Sarah, et puis le PDG du cabinet venait me voir en me disant Sarah, j'ai vu, vous étiez là. PDG qui connaissait personne du cabinet, mais qui venait me voir moi dans mon bureau. Et ça créait des petites tensions. Donc en fait, on s'est très mal débrouillé, mais c'est ce qu'on se disait, et notamment avec mon prédécesseur à l'Annex, on disait il faudrait un processus de comment on gère un président de l'Annex, pardon. Et du coup, quand mémoire deck sur le sujet. Non, mais c'est vrai qu'en pensant bien faire, on s'est dit qu'on avait le compte à rendre à personne. Et en fait, j'étais jeune aussi, j'étais une très jeune femme, donc j'avais que 25 ans quand j'ai commencé la présidence de l'Annex, donc
les choses se sont dites. Moi, je pensais pas que ça allait. Et du coup, quand j'ai changé de cabinet, par contre, on a cadré tout de suite. C'est-à-dire que je suis partie. Je me rappelle toujours, j'ai changé en septembre. J'ai demandé à être embauchée que le 3 septembre parce que je partais au Challenge Voile et que je me suis dit, je vais quand même pas commencer par 2 jours de repos. Ça fait pas très très bien vis-à-vis des autres collègues. Donc, j'ai demandé à décaler d'1 semaine mon entrée dans le cabinet. Et peut-être 15 jours après, j'avais un conseil national à Paris et je pars à Paris. Et je reviens et une collaboratrice dit « T'étais pas là hier, t'étais où ?»« À Paris, en réunion. »« Ah mais pour un client ?»« Non. » Donc là j'ai regardé mon nouveau patron et je lui ai dit « Écoute, on va faire une réunion, puis tu vas dire que je suis présidente de l'annexe et que c'est comme ça et que personne n'a rien à dire. » Ok, parce que sinon moi je repars pas à me prendre sur des petites remarques de elle est payée à partir en... Alors ce qui est pas le cas, hein, puisque j'ai toujours décidé de le faire en perso. Si j'avais une journée, je posais une journée. Mais c'est pas évident. Est-ce que c'est le fait d'être une femme ? C'est un autre débat. Possible. Et justement, je me demandais, quand on voit les personnes qui s'investissent notamment à l'annexe, que ce soit dans les bureaux régionaux ou dans les bureaux nationaux, comment ça se passe ? Enfin, en fait, ça prend je sais pas, est-ce que tu as un ordre de grandeur de... Enfin, je dis n'importe quoi, 30% de ton temps, c'était consacré à l'annexe, voire plus, mais je voulais pas trop m'avancer. Alors, ça prend énormément de temps. Faut être honnête. Moi, je me rappelle quand Boris Sauvage m'avait dit Sarah, je te verrai bien présidente l'année prochaine. J'ai dit non mais c'est fou, ça va pas. La première question que je lui ai demandé, c'était pas sur les compétences, c'était sur le fait de et ça prend combien de temps, parce que c'est toute la problématique. Donc, il m'avait fait un peu un planning de ce qu'il avait fait pendant 2 ans, pour avoir une notion du nombre de jours d'investissement. Et alors, la seule chose qui s'est passée, c'est que du coup, la réforme du DEC est tombée pendant ma présidence. Du coup, le Conseil national, le Conseil supérieur à l'époque, avait organisé un groupe de travail sur la réécriture du diplôme et du stage. Et du coup, l'annexe étant invitée, ce qui est très très bien, parce qu'heureusement que l'annexe est invitée sur la réécriture du stage, parce que alors même si l'annexe n'est pas un syndicat, mais c'est quand même, on peut pas, puisque les stagiaires n'ont pas de moyens de défense, mais on représente malgré tout les stagiaires, et ça permettait qu'il y ait au moins un stagiaire qui vienne porter la parole des stagiaires et défendre un tout petit peu les droits des stagiaires aussi. Donc du coup, en 2010, j'ai doublé mon temps de réunion au Conseil national. De part parce qu'il y avait la réforme. Parce que du coup, je suis rentrée dans le groupe de travail de la réforme du DEC et que, bien entendu, ça mettait du temps. Après, c'était hyper intéressant et ça reste. Enfin, moi, je le regrette pas. C'était un moment extraordinaire à faire parce qu'en face de nous, on a que des experts comptables et que avec ils sont adorables, mais parfois certains ont des mauvaises expériences et il n'y a pas que des bons échos. Et je passe mon temps à dire que comme tout, il y a des très bons experts comptables, il y a des très bons maîtres de stage, il y a des très bons contrôleurs des stages, et il y a des très bons stagiaires, et il y a aussi de moins bons contrôleurs de stage, de moins bons maîtres de stage et de moins bons stagiaires. Il faut de tout pour faire un monde. Mais du coup, il faut penser à chacun et à chaque cas, parce que c'est vrai que moi, j'avais beaucoup de remontées de stagiaires qui rencontraient des difficultés, et au moins on s'en sert pour dire non, mais là, si vous mettez ça, c'est pas possible. Et au moins, on trouve des compromis. Ça fait un peu partie de petites choses comme ça. Donc oui, ça a pris du temps. Mais qu'est-ce que c'est enrichissant. Moi, je dis toujours qu'en 2 ans de présidence, j'ai appris plus qu'en 10 ans de cabinet. Parce que du jour au lendemain, déjà, un truc tout bête, mais j'avais 3 salariés. Je ne l'avais pas avant. Alors en plus, moi, pour la petite anecdote... Des permanents, donc il faut avec les soucis qu'on peut avoir avec des salariés. Mais tu deviens un peu, un chef d'asso, mais ouais, mais avec des problématiques un peu de dirigeants. Et puis on a des gestions de projets, puisque quand on est à l'annexe, on gère des projets, on gère des choses, on gère des équipes, on gère des égos. C'est bête à dire, mais c'est vrai. On fait beaucoup de représentations, on parle beaucoup. Faut parler en public.
Et j'ai commenté le poste du nouveau président de l'annexe sur son premier BN et la prise de parole en public parce que Cyril est venu le refaire. Et je disais à Mathieu, mais c'est vrai que c'est une des choses les plus dures à faire quand on est président. Alors, en région aussi, on doit le faire. Hein. Il n'y a pas que au national. Et je lui ai dit, bon, je te rassure, je t'ai vu il y a peu et tu t'étais bien débrouillé, mais c'était pas si évident que ça. Enfin, je me rappelle d'une assemblée générale en Bretagne, quand tu parles devant 350 personnes, t'es pas hyper à l'aise, hein. Mais ça se travaille. Donc en fait, on apprend beaucoup. Alors en plus, de nouveau pour la petite anecdote, en plus de la réforme du DEC, il s'avère que pendant ma présidence à l'annexe, on a eu un contrôle fiscal, un contrôle URSSAF. C'était jamais arrivé et je crois à que c'est l'annexe nationale. Enfin oui. Okay. Donc j'ai eu droit à mon petit contrôle fiscal et mon petit contrôle URSSAF, chacun son année. Donc ça a permis de bien refaire le point sur toute l'élaboration du cursus, de s'apercevoir qu'au niveau social, peut-être qu'il manquait 1 ou 2 contrats, et parce que quand on devient président, on est bénévole et effectivement, parfois on rentre pas dans le cœur du sujet, on fait pas toujours attention à ce qui a été mis en place avant. Donc ça a permis aussi de tout replanifier et autres. Voilà. Non, j'ai eu 2 années sympas. Hein. Ouais, non, c'était bien. Bah, c'était sport quand même, genre. Ouais, c'était sport, mais après c'était génial. Et puis, à vrai dire, moi je sais que à l'époque, je connais moins les permanentes de maintenant, mais à l'époque, les permanentes, c'était des diamants, puisque c'est des personnes qui ont tout le recul. Alors en plus, c'est vrai que les présidents, que ça soit de l'annexe ou du CJEC, on reste jeune quand on devient président. On n'a pas tous les codes, on n'a pas la facilité d'une personne de 50 ans, c'est vrai. Et on n'a pas le recul non plus, on ne connaît pas. Et notamment, moi je pense à Véronique. Véronique, c'était, moi je l'appelais notre maman de l'annexe parce que elle s'occupait de nous, elle nous apprenait, elle nous disait pas ce qu'on devait, elle nous chaperonne dans le sens où elle nous aidait. Alors après, on a notre propre arbitre. Hein. Alors au début, ils nous guident beaucoup, c'est-à-dire qu'ils vont commencer même. Véronique parfois nous préparait certains discours. Au bout des 2 ans, elle le faisait plus. Elle dit non mais c'est bon, maintenant je te laisse faire. T'es largement capable parce que on progresse aussi soi-même. On n'a plus besoin d'être aiguillé, plus besoin de nous dire telle personne est telle personne. Enfin, de nous présenter les gens au début parce que connaît pas tout le monde, mais donc on a la chance. Moi, je sais que j'ai eu la chance d'avoir 2-3 permanentes. Véronique et Laurence qui étaient heureusement qu'elles sont là parce que sans nos permanents, en fait, les élus on est rien. C'est eux qui font le travail j'allais dire en souterrain. Oui, si en fait un petit peu parce que malgré tout, ils font tout le quotidien. Et puis nous, on est ceux qui sont sur le devant de la scène. C'est vrai que de temps en temps, c'est presque ingrat, mais c'est comme ça. Et si on parle du DEC, parce que tu nous as dit que tu avais commencé ton stage directement dans le premier cabinet dans lequel tu es resté 5 ans, donc tu avais aussi terminé tes 3 ans de stage. Quasiment, oui, parce que quand j'ai commencé l'annexe, j'étais présidente en octobre 2009, et j'ai fini mon stage en janvier 2010. Et donc, du coup, j'ai eu mon diplôme en juillet 2018. Donc, 6 ans et demi après. 8 ans et demi après. Alors, 8 ans et demi, alors, bien que j'ai dit qu'il fallait 6 et 2 ans, donc en vrai, ça fait 8. Mais comme la réforme du DEC a été promulguée le 1er juillet 2010, en fait, toutes les attestations de stage émises avant commençaient, la règle des 6 ans commençait le jour de homologation. Bref, voilà. Bref, commençait. Ça c'est fait. Et du coup, j'ai mis du temps. Alors pas parce que je trouvais pas, parce que j'avais pas envie, mais j'ai eu une vraie problématique de choix du sujet, du mémoire. Je l'avais trouvé en fait dans le cabinet où je suis restée pendant 5 ans, et il s'avère que comme je l'ai quitté, quand j'ai voulu continuer, j'avais plus de matière. Et j'avais bossé, mais en fait, je bossais toute seule et c'est pas facile. En plus, c'était sur un sujet que RH, donc pas ce que je maîtrisais. C'était quoi ? Alors, à l'époque, c'était
Pardon, attends, je refais travailler ma mémoire. C'était la gestion du personnel dans le cadre d'un rachat de cabinet, dans le cadre d'une croissance externe. Comment on fait quand un gros cabinet rachète un plus petit? Comment on fait pour intégrer le personnel? Qu'est-ce qu'on fait pour qu'ils partent pas et que ça se passe bien? Parce que c'est comme tout, quand on rachète un cabinet, un coup sur deux, il n'y a pas de règle. Selon la façon dont ça a été fait, il y a des cabinets avec lesquels ça se passe très bien et d'autres, où le personnel le prend beaucoup moins bien. Et tout ça, d'ailleurs, c'est beaucoup sur de l'inconscient et ça va être sur la communication en amont. Et comment on implique le nouveau cabinet, comment on les fait changer. L'acceptation du changement, c'est très compliqué. Mais du coup, on était sur un sujet très RH. Et notamment, comme j'avais quitté le cabinet qui faisait beaucoup de croissance externe, on avait prévu que j'aille dans les cabinets pour étudier, faire des questionnaires. Et je me suis retrouvée un peu le bec dans l'eau. Donc, j'ai essayé de le travailler toute seule, mais non, la notice sortait pas. Et après, via mes changements de cabinet, il n'y a jamais un sujet qui revenait. Et au final, c'est dans le dernier, celui où j'étais en 2016-2017, 2014-2016, où là, j'étais dans un cabinet qui ne faisait que de l'économie sociale et solidaire. Et là, je me suis dit, grâce au dossier que je faisais, j'ai trouvé une problématique. Et là, je me suis dit, je veux faire ça. Il s'avère que, de nouveau, j'ai pas eu de chance, mais comme quoi, je sais pas, c'est peut-être moi qui cherche. L'expert comptable du cabinet avait changé dans son comportement et m'a demandé de quitter le cabinet parce que j'habitais très loin et il me dit, je sens que tu vas pas rester, donc je voudrais que tu partes avant que tu me laisses. Du coup, de nouveau, je me suis retrouvée avec moins de sujets. Alors, il s'avère que comme c'était sur les associations et le financement, là, pour le coup, j'avais de quoi traiter mon sujet sans obligatoirement avoir besoin d'un dossier. Alors, c'était mieux, mais ce qui fait que d'ailleurs, j'ai raté la soutenance la première fois. Raté. Tout est relatif, j'ai eu 9. Parce que, dans les remarques que m'ont fait le jury, ça manque de cas concrets. Donc, tout bête. Donc, du coup, comme j'avais été embauchée dans un nouveau cabinet qui avait des associations, j'avais demandé à travailler dessus pour me refaire un peu la main sur le dossier de travail que j'avais créé, pour l'appliquer, justement. Et du coup, ça m'a permis d'obtenir la soutenance la fois d'après. Et est-ce que tu conseillerais de prendre en compte justement cet aspect recherche du sujet quand on choisit un cabinet, ou est-ce que finalement on peut aussi trouver des sujets, je pense, dans n'importe quel cabinet si on se montre curieux? Enfin, c'est un peu les deux. Mais... En fait, moi, je considère que c'est presque un travail d'équipe. C'est-à-dire que en tant que stagiaire, on doit trouver un sujet, mais au final, on a aussi un cabinet qui, si il a envie de nous faire progresser, doit peut-être nous aider. Dans le cabinet où j'ai été pendant 5 ans, un jour j'ai un peu râlé parce que justement je trouvais pas de sujet. Et je dis mais c'est fou, on est dans un cabinet énorme avec plus de 1000 collaborateurs et comment se fait-il que nous les stagiaires on n'arrive pas à trouver de sujet? Et je leur dis mais en même temps vous faites des réunions toujours entre vous en haut. Mais impliquer certaines personnes, notamment peut-être les stagiaires, sur des sujets un peu différents. Bon, il s'avère que j'ai été entendue, donc on m'a rentrée dans le comité stratégique du cabinet. J'étais la seule non-expert comptable. Et est-ce que tu penses que ton rôle à l'annexe a peut-être pu jouer sur ça, ou c'est juste que tu en avais fait la demande, le fait qu'on t'intègre? Je pense que le rôle, l'annexe m'a appris à prendre plus facilement la parole et à dire ce que j'avais envie de dire. Peut-être je me sentais peut-être un peu plus légitime, et parce que du coup j'avais aussi appris à connaître un peu mieux les gens et à les côtoyer aussi autrement, mais et avoir moins la langue dans ma poche que d'autres. Après c'est peut-être aussi un caractère, il y a des gens qui ont moins la langue dans leur poche que d'autres. C'est pas toujours un atout, dans le sens où ça peut des fois être la franchise oui. Alors pour moi est une qualité. Et parfois, ça peut nous jouer des tours. Mais si ça nous joue des tours, c'est-à-dire que c'est la personne en face qui était pas apte à recevoir la franchise. Donc, je sais pas. Oui, moi, le dernier cabinet, après, on va peut-être revenir sur la suite après l'annexe, mais c'est la franchise, c'est bien. Enfin, il faut. Et il faut dire les choses. Et donc, pour revenir sur le sujet du mémoire, oui, il faut en trouver un. Mais en fait, il faut aussi faire travailler l'équipe. Enfin, si on est dans un cabinet, de dire, il y a peut-être ton maître de stage ou les autres associés peuvent se dire, ah mais ça ferait un super sujet.
On n'est peut-être pas toujours obligé de chercher tout seul, en fait. Et moi, je me rappelle, parce qu'Agnès Bricard avait même, à l'époque, au Conseil supérieur, elle avait créé un groupe de travail sur l'intelligence économique, en se disant que si elle impliquait des stagiaires, ils pourraient en faire leur sujet de mémoire. C'est elle qui essayait de trouver des... Donc, comme quoi, en fin de compte, c'est l'intelligence collective qui fait qu'on peut apporter des sujets. Et bien entendu, nos maîtres de stage et nos dirigeants, eux, comme ils ont plus d'expérience, ils ont vu des sujets, des questionnements, et en fait, ils sont presque plus en capacité de nous trouver un sujet que nous-mêmes, en fait. Et ça peut aussi créer des opportunités à l'intérieur du cabinet, comme toi un peu tu l'as fait en disant soit je voudrais travailler sur ce sujet-là, ou je cherche un sujet, et parfois l'expert comptable, s'il sait pas vers qui, à qui donner le dossier ou la mission par exemple, s'il peut se dire en fait là on a telle mission, j'ai pensé que ça pourrait être potentiellement un sujet de mémoire, est-ce que tu veux travailler dessus? Et du coup ça permet aussi de travailler dessus, alors que sinon on l'aurait peut-être donné à quelqu'un d'autre. Et c'est ça. Alors après, le sujet de mémoire, malgré tout, en fait, pour moi, l'expert comptable peut faire des propositions, ou un des dirigeants, mais c'est c'est le stagiaire qui va travailler dessus. C'est du temps, le mémoire. Certains disent que justement, c'est peut-être l'épreuve la plus facile, dans le sens où c'est l'épreuve que l'on choisit. Son sujet, on le choisit. La façon de construire sa notice, on le fait à la vitesse où on veut, on écrit comme on a envie d'écrire. Alors bien entendu, il y a des règles, mais n'empêche que ça doit être un sujet qui nous porte et dont on a envie de travailler. C'est d'où le problème, c'est-à-dire que justement, on va un peu cravacher dessus. Donc il faut que le sujet, on le prenne à cœur et qu'il nous fasse plaisir, parce que si on prend un sujet sur lequel qui nous a été proposé mais qu'on sent pas, ou qu'on n'a pas de fibre dessus. Moi, typiquement, c'est pas que j'aime pas la fiscalité, mais je vibre pas quand je fais de la fisca. Voilà, j'aurais jamais pris un sujet sur la fiscalité parce que, en fait, vu le temps que tu dois y passer, si tu vibres pas un petit peu dessus, vibrer, tout est relatif. Mais moi, j'ai fait les financements des associations, et j'adorais ça. Alors, les règles de droit européen, moins drôles. Mais par contre, de me dire que si je mettais en place un fichier de contrôle des financements reçus par les associations, parce que quand moi j'allais dans les associations, ils avaient aucune idée de s'ils recevaient une subvention ou si on était sur de la prestation de service et autres. Et alors le pire, c'est que dans tout ça, les collectivités savent pas trop ce qu'elles faisaient. Des fois, on était à deux doigts de faire de la délégation de service public, mais c'était pas très très clair. Donc c'était vraiment intéressant, parce qu'on sait derrière qu'on va pouvoir apporter du conseil. Et justement, alors, si on revient un peu, là c'était pour la partie DEC, donc tu as trouvé ton sujet mémoire finalement assez tard. Très tard. Mais tu as fait plusieurs cabinets entre-temps. Oui. Et alors, t'es resté combien de temps, et qu'est-ce qui a fait que t'as changé? Ce qui a fait que ça a changé, c'est que malgré tout, le fait d'avoir été présidente de l'annexe, j'avoue, ça m'a apporté des compétences, notamment sur la gestion de projet, sur le fait de savoir manager des équipes et autres. Et à mon époque, parce que j'ai l'impression d'être vieille, mais à mon époque, il y avait encore un petit fossé entre les postes de manager étaient réservés aux experts comptables. Donc quand je postulais à des postes de chef de groupe ou autre, on me disait oui, mais t'es pas diplômé. Donc du coup, le fait de pas avoir de diplôme me permettait pas de prétendre à un certain poste. Et quand je rentrais dans d'autres postes de responsable de dossier, en fait, je m'ennuyais assez rapidement, parce que c'est pas que j'aime pas faire les bilans, mais j'avais envie d'un peu plus en managérial, et c'était pas encore très structuré. Et puis, il y a eu un cabinet où ça l'a juste pas fait au point de vue affinité personnelle. Voilà, affinité, voilà, pas du tout. Ça peut arriver, ça fait partie du jeu, et comme je disais, j'étais assez franche, donc quand quelque chose me plaît pas, j'avais une tendance à le dire. Voilà. C'est pas toujours été bien réceptionné. Bon. C'est pas très grave, mais alors, c'est pas grave. Moi, ça m'a plus qu'enrichi, toutes ces expériences, parce que je dis toujours, il n'y a pas d'échec, on ne fait que apprendre. C'est pas moi qui l'a dit, qui le dit, je sais plus qui le dit, mais on apprend toujours c'est pas Nelson Mandela, peut-être? Oui, alors la phrase qu'il dit, c'est soit on échoue, soit on apprend.
soit on réussit, soit quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Et mais moi j'ai appris plein de choses. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Oui, voilà, ça doit être quelque chose. C'est ça, t'as raison. Mais au final, ce qui est top aussi, c'est que on apprend donc toujours. Ça m'a aussi permis, moi, au fur et à mesure, de découvrir plusieurs sortes de cabinets, de me dire, en fait, je sens que j'ai envie de faire partie du haut du cabinet. Donc, si je reste dans un cabinet de 1000 personnes, ça va peut-être être un peu plus laborieux. Plus de marche. Pour être dans le pôle de décision. Donc, j'ai envie de faire que de l'expertise parce qu'au final, j'ai pas assez fait d'audit et je considère que j'ai pas d'expérience assez forte pour me prétendre être commissaire aux comptes. Donc, je peux pas postuler sur ce genre de sujet. Après, j'ai fait des cabinets à taille plus modeste. Du coup, les gros groupes internationaux, j'avoue, je sais plus aussi bien les faire, donc on apprend. Je me suis dit, dans un cabinet où j'ai fait que de l'économie sociale et hospitalière, donc j'avais travaillé sur ce sujet, et quand on me proposait après des postes en centre de gestion ou spécialisé agricole, j'ai dit non, je peux pas. À un moment donné, on peut pas et faire de l'agricole, et faire du BIC, et faire du BNC, et faire de l'associatif. Enfin, c'est pas possible, on peut pas tout faire. Donc en fait, j'ai appris quel type de dossier me faisait plaisir et comment j'avais envie d'exercer. Et si on revient sur le côté où tu voulais avoir un poste de manager et où tu n'étais pas diplômée, est-ce que tu penses que ça a changé aujourd'hui? Parce que honnêtement, en tout cas, moi, j'ai pas le recul de savoir si ça a évolué, mais c'est vrai que pour moi, ça me paraît pas... des managers des responsables de pôle ou qui n'ont pas le DEC... Après, c'est aussi parce que parfois la place est prise et que du coup, il n'y a plus de poste de manager de disponible. Ça, c'est comme tu dis, parfois, à un moment, on parlait de, il y a des moments dans la vie où on va rencontrer telle personne, faire tel métier. C'est aussi ça. Des fois, il y a un poste. Moi, dans un des cabinets que j'ai fait, il y a un jeune homme qui a été diplômé 6 mois avant moi. Et donc, on lui a proposé un poste expert comptable parce que le poste se libérait. Et mais c'est des concours de circonstances ou des fois des personnes qui partent à la retraite ou qui changent de région ou qui... Et donc, du coup, il y a des postes qui se libèrent ou pas à certains moments. Là, c'était lui. Du coup, quand moi, j'ai dit, j'aurais bien aimé devenir expert comptable. Ça fait 2 ans que je suis diplômée. On m'a fait comprendre que c'était peut-être pas tout pour tout de suite, donc j'ai dit je vais chercher ailleurs parce que j'ai pas passé mon diplôme pour rester collaborateur. Enfin voilà. Donc pour ça, c'est des moments. Et oui, ça s'est un peu changé, c'est-à-dire que quand moi j'ai commencé, il y avait vraiment les experts comptables, alors parfois les chefs de groupe qui avaient des années d'expérience et les collaborateurs. Et maintenant, il y a des strates intermédiaires beaucoup plus qu'avant. Il y a des conseillers clientèle, il y a des directeurs de mission qui chapeautent des collaborateurs. Il y a plus de postes qui ont été créés. Et aussi parce que notre profession est aussi un peu en mutation. Donc, comme il y a de plus en plus de conseils et autres, il y a presque des postes qui se créent. Donc oui, je pense que c'est plus facile aujourd'hui, même sans le diplôme, d'obtenir des postes avec des spécificités différentes. Du management intermédiaire, peut-être qu'ils étaient moins Oui, il y en avait moins, ouais. Et par rapport aux heures de CAC, je trouve c'est intéressant d'avoir ton avis dessus. Est-ce que avec 200 heures, on peut vraiment être CAC ou ça dépend peut-être de... Alors après, il y a le stage. Alors donc moi, j'en ai fait que 200 heures. Donc effectivement, c'est pas avec mes 200 heures que je considère que j'aurais pu devenir commissaire aux comptes. Mais ça, c'est moi qui considère ça. Et aussi parce que j'étais dans un cabinet tellement structuré que du coup, quand je faisais mes 200 heures de CAC, on va dire que j'étais quasiment assistante des directeurs de mission CAC. Donc en fait, c'est pas que je faisais les photocopies, mais alors si, je faisais les PO et autres, j'ai fait même des inventaires, mais j'allais pas des fois jusqu'au rapport, et au final, j'étais pas très... J'ai pas beaucoup appris pendant mes 212 heures, et bizarrement, j'ai beaucoup plus appris quand j'étais dans le cabinet d'économie sociale et solidaire, puisque pour le coup, on avait beaucoup de missions CAC auprès des associations, où là, par contre, je le faisais à 2 avec un collaborateur, et j'ai beaucoup plus appris à ce moment-là. Mais pour autant, du coup, je suis pas commissaire aux comptes parce que au moment de choisir l'inscription,
je me suis dit, pour moi, c'est un métier, alors qui se ressemble, mais je manque de compétences. Et donc, j'ai choisi de ne pas être commissaire aux comptes. Alors, je m'interroge actuellement beaucoup. J'étais convaincue d'avoir fait le bon choix jusqu'à quelques mois. Et je suis embêtée parce que si je ne deviens pas commissaire aux comptes, je ne peux pas faire de mission de durabilité. Oui, c'est vrai. C'est un sujet d'actualité. Voilà. Donc en plus, avec la clause du grand-père, ça peut être l'occasion. Donc voilà, j'en discute, mais j'en discute avec moi-même. Voilà. Je m'interroge beaucoup. C'est pas facile. Est-ce que tu peux nous en parler de ça un peu, peut-être, parce qu'il y a peut-être des étudiants ou des jeunes professionnels qui voient pas forcément ce que c'est les missions de durabilité, la clause de grand-père, etc. Alors je maîtrise pas totalement le sujet, donc en vulgarisant. En fait, globalement, dans les missions de durabilité, c'est de publier des informations extra-financières qui sont pas des informations purement comptables et fiscales sur. Alors c'est là où je vais bloquer un petit peu sur ce que fait une entreprise d'un point de vue environnemental et autres, et les missions qu'elle accompagne. Et du coup, les grosses entreprises vont avoir cette obligation d'émettre des rapports sur la durabilité et autres. La CSRD notamment. Et voilà, la CSRD qui est une directive européenne qu'on doit appliquer en droit français. Mais au final, alors on aurait pu penser que tous les experts comptables, enfin tous les dossiers allaient pas être concernés, puisque c'est comme toutes les directives, c'est toujours les grosses entreprises qui sont concernées et pas les petits. Mais parfois les plus petits un petit peu, parce que une grosse entreprise qui fait appel à un sous-traitant doit s'assurer que ses sous-traitants respectent des considérations de durabilité. Et puis ça peut être aussi une information qui devient de plus en plus intéressante à avoir. Ça peut être aussi une certaine marque employeur pour certaines entreprises de dire mais nous on a mis en place. Ça peut être volontaire. Voilà, ça pourrait être volontaire. Donc il y a et puis ça reste, je pense, des missions aussi intéressantes parce qu'on sort de la compta et de la fiscalité pure. On rentre sur des considérations un peu plus stratégique, voilà, sur des sujets d'actualité, des sujets qui concernent tous les citoyens et le monde en général. Donc il y a sa petite patte à faire, mais il faut être commissaire aux comptes. Alors si on s'inscrit avant 2026, on peut bénéficier de la clause du grand-père qui permet de faire que 90 heures de formation. Pour se former à la durabilité, etc. Se mettre à jour. Au fait de pouvoir obtenir le certificat qui dit qu'on a suivi tout le cursus qui nous permet d'émettre des certificats particuliers et qui sont validés par le H2A. Je sais pas si ça a encore changé. Enfin, en tout cas, c'est prévu que ça change de nom, mais je sais pas. Oui, le H3C qui devient le H2A, est-ce que c'est fait ou pas? Je sais pas. Alors là, la compagnie est intervenue l'autre jour à l'Assemblée générale de l'annexe et CGEC Pays de Loire. Ils ont dit H2A. Donc, bon, on dit H2A. Alors. C'est pour ça que je viens de chercher, parce que du coup, j'étais plus trop sûre des chiffres et des lettres. Mais donc non, c'est intéressant. Enfin, de toute façon, notre métier est tout le temps en train de changer et ça, c'est super. Bon, pour moi, c'est une opportunité plus qu'un défaut. Mais c'est vrai que pour le coup, moi, je suis expert comptable ex nihilo et toute seule. Donc, c'est pas toujours facile de tout faire tout seul. Là, faut que j'appréhende assez rapidement la facture électronique, comment je vais le mettre en place, quel choix de logiciel, comment je vais le présenter à mes clients. Faut que je progresse sur l'analyse de la data et autres. Est-ce que j'utilise l'intelligence artificielle ou pas? Donc, en fait, quand on est tout seul, parfois, on se dit, mais en fait, je peux pas tout faire. En plus de mes investissements extra professionnels. donc voilà. Donc non, toujours en constante interrogation sur ce qu'il faut faire ou pas. Voilà. Hop. Tu croyais quand même pas qu'on allait s'arrêter là? Il semble que notre invité était un tout petit peu bavard. Alors, si tu veux connaître la suite de ses aventures, il faudra patienter jusqu'à la semaine prochaine. En attendant, tu peux m'aider à faire connaître le podcast en choisissant parmi ces 3 options. Le plus rapide d'abord, c'est de me donner 5 étoiles sur ton appli de podcast préféré. Le second, c'est de m'écrire un gentil commentaire pour m'encourager et faire plaisir à l'algorithme. Et bien sûr, tu peux aussi en parler autour de toi. Mais bon, le top du top, ça serait quand même de faire les 3. Pour découvrir le prochain épisode, je te donne rendez-vous dimanche prochain à 10h.